Cette conférence de quelques minutes a pour objectif de vous faire mieux comprendre comment les mots composés fonctionnent en anglais. Ils sont très importants en anglais médical, on en trouve énormément. Alors il faut savoir que l'anglais est une langue germanique et que donc l'ordre utilisé en anglais est l'ordre germanique, c'est-à-dire l'ordre inverse de l'ordre latin. Donc le déterminant, l'adjectif, par exemple, est toujours placé avant le déterminé, c'est-à-dire le nom en anglais. Par exemple, un volontaire sain en français va être traduit par a healthy volunteer en anglais. Donc en anglais, je le répète, l'adjectif est toujours placé avant le nom. Alors, comment organiser les adjectifs lorsque l'on en a plusieurs? Eh bien, de façon générale, l'adjectif le plus objectif va venir se placer au plus près du nom. Et à l'inverse, l'adjectif qui exprime un avis personnel va se placer le plus loin possible du nom. Exemple, nice 50-year-old obese patient. Nice, c'est vous qui pensez qu'il est sympathique et donc nice va venir se placer aussi loin que possible du nom. À l'inverse, obese est un avis, on va dire, objectif et donc du coup vous allez placer l'adjectif obese le plus près possible du nom. Vous savez qu'en anglais médical il y a énormément de termes latins. À ce moment-là, ces termes vont conserver leur ordre original, on va dire, et donc ces termes vont se lire dans le même sens que en français. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le déterminant, l'adjectif par exemple, va venir se placer après le déterminant, c'est-à-dire le nom, et cela va nous donner lupus erythematosus, lupus étant le nom et erythematosus étant l'adjectif, et donc ça va correspondre à lupus érythémateux en français, donc même ordre. En revanche, si vous ajoutez un adjectif anglais, à ce moment-là, cet adjectif va suivre l'ordre germanique et donc va venir se placer avant le nom, ce qui va nous donner disseminated lupus erythematosus. Alors, les adjectifs composés, eux, en revanche, suivent exactement le même ordre que en français, et donc intraveineux en français va correspondre à intravenous en anglais, donc pas de problème pour ces adjectifs composés. Vous allez pouvoir également vous demander ce que vous allez placer entre les différents mots dans une composition. Alors, va-t-on mettre apostrophe S, va-t-on mettre apostrophe, va-t-on mettre un tiret, un trait d'union, va-t-on ne rien mettre du tout? Alors, regardons un petit peu la règle. Alors, en anglais britannique, généralement, on met apostrophe S entre le nom du découvreur et la maladie. Par exemple, Down syndrome, qui est un autre terme pour la trisomie 21 et qui vient du médecin britannique John Langdon Down. Vous allez mettre apostrophe S entre Down et syndrome. Si vous parlez en anglais britannique ou si vous lisez de l'anglais britannique, en revanche, en anglais américain, eh bien, on ne va rien mettre du tout et on va parler de Down syndrome. Si le nom se termine déjà par un S, par exemple Chagas, on va ajouter simplement l'apostrophe en anglais britannique et ça va nous donner Chagas disease. Si le nom n'est pas celui du découvreur mais celui d'un patient, alors en anglais américain et en anglais britannique, on va avoir tendance à mettre apostrophe S entre le nom et la maladie, le syndrome, et cela va nous donner Lou Gehrig's disease qui correspond à la maladie de Charcot en français. Lou Gehrig étant un célèbre joueur de football américain et qui a été un des premiers à être diagnostiqué. S'il y a plusieurs découvreurs, eh bien en anglais américain comme en anglais britannique, on va simplement mettre un trait d'union entre les noms propres, ce qui va nous donner Guillain-Barré syndrome, le syndrome de Guillain-Barré. Si le nom n'est pas celui d'une personne, mais d'un lieu, par exemple Lhasa,
alors à ce moment-là, en anglais américain et en anglais britannique, on ne va rien mettre et cela va nous donner Lassa fever. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans les mots composés en anglais.